Santé de nous avoir permis de faire cette réunion. Effectivement, c'est un topo qui est un peu différent ce soir parce que j'ai pas vu de topo très médicalisé là-dessus et de dire un peu la part des choses entre de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai, pourquoi ça marche pas. Donc, ça serait intéressant qu'on puisse voir ça tous ensemble un peu, cette pathologie et cette possibilité de traitement, que je la considère comme un traitement adjuvant et non pas un traitement à part entière. Et donc, je commencerai par les bases, puis des applications pratiques par un exemple sur quelques pathologies, surtout en post-opératoire et donc des pathologies chroniques. Et effectivement, je vous proposerai à la fin peut-être que vous serez d'accord pour envoyer un formulaire qui permettra de tracer un peu le montage que vous avez effectué sur vos patients pour qu'on puisse les retrouver, revérifier les choses et pouvoir dire effectivement ce type de montage marche, ce type de montage ne marche pas. Et effectivement, si on a un nombre suffisant de réponses, on pourra refaire un deuxième topo, un deuxième webinar qui peut reprendre un peu les statistiques de vos réponses. Je vous remercie et je commencerai le topo par les bases, tout en sachant que cette base de taping a été faite dans les années 70 par M. Kenzo Case, qui a créé ces bandelettes adhésives et qui a étudié un peu la physiopathologie au niveau de ces bandes. C'est resté un peu d'une manière un peu relative jusqu'à 1988 au niveau des Jeux olympiques de Séoul. Comme vous voyez, il y a plein de couleurs parce qu'effectivement, c'est là où il y a la kinésiologie taping avec les sportifs a été faite d'une manière très importante et ça a été dans tout le monde. C'est une méthode adjuvante des différents protocoles, surtout s'il faut le dire. Il ne faut pas le dire en disant « ça y est, j'ai trouvé une technique miracle, ça va diminuer les douleurs toute seule ». Non, il faut l'inscrire dans les différents protocoles par rapport à ces différentes pathologies. Ce qu'on appelle la Kinesiotaping Method, KTM, avec plusieurs livres, plusieurs ouvrages, Gibbons aux États-Unis, Geoffroy ici en France. Il y a plein d'autres ouvrages qui parlent un peu de ça. Surtout, il y a plein de poses à ce niveau qui sont complètement différentes les unes des autres. Mais il faut revenir aux bases pour savoir un peu la part de la vérité dans ce type de bandage. Effectivement, plein de médecins de sport, un peu d'orthopédistes, on va dire, qui vont croire à cette méthode, surtout ceux qui s'intéressent un peu au sport. Revenons à cette image de Kenzo Case qui est en train de montrer un peu comment il fait. Et là, on voit effectivement que les bandes ont été mises dans des positions extrêmes parce que, on va le voir, la physiopathologie de ces bandes participe effectivement à leur efficacité. Et c'est pas simplement on colle une bande et on va y aller directement. Pour la traumato, pour nous en orthopédie, depuis longtemps, on sait que la mobilité, c'est un médicament. Effectivement, avec nos techniques sur ces types de fractures, avec des montages à foyer fermé, la mobilité était immédiate, ça permettait de mobiliser et d'avoir un cal qui est parfait. Ce qui était un peu en contradiction avec les premières plaques où on avait une certaine instabilité et qu'on mettait un plâtre. Combien de fois on avait vu effectivement qu'il y a une raideur qui suit après un plâtre. Et c'est pour ça que je pense que si on a des techniques qui permettent de mobiliser, c'est un peu mieux dans certaines pathologies. En effet, quand on parle de taping, c'est la mobilité. Regardez ces bandes colorées qui sont mises, ils n'empêchent aucun mouvement. À l'inverse, ils peuvent canaliser le mouvement pour diminuer un peu quelques douleurs. Il faudra les différencier du strapping, qui donne une stabilité relative, ça veut dire que c'est des bandes collantes aussi, mais qui n'ont pas du tout la même forme de ces bandes de taping, et ça permet de stabiliser une articulation. On est resté depuis longtemps en disant, en torse, on fait un strap pour immobiliser, on ne permet pas de bouger, et éventuellement, s'il y a une lésion plus importante, un plâtre, une résine, une orthèse rigide qui permet. Actuellement, on est plus en train de dire que la mobilité est plutôt bénéfique dans ces types de pathologies. Revenons à la bande de kinesiotaping. La bande, elle est en 100% coton, peut-être 3% d'élastane. Il n'y a pas de latex dedans. C'est une bande élastique. Ça veut dire qu'elle est présentée comme un petit rouleau de 5 mètres sur 5 cm ou 2 cm, ou là, c'est le montage le plus utilisé. Et ce rouleau, il y a une partie de peau qui est dessus.
cette partie de la peau empêche l'élasticité. Ça veut dire que si je coupe à ce niveau, et à partir de là, j'étends, la bande, elle est élastique à ce niveau. Donc ça, c'est la technique de Kenzo Case qui l'avait décrite pour y voir. L'élasticité de cette bande, elle a la même chose que la peau. Donc c'est une peau qui est très élastique, de la même manière que cette bande. Elle est dans un matériau hypoallergénique, elle est résistante à l'eau, donc on peut prendre la douche, elle peut coller. La colle se travaille avec la chaleur, c'est pour ça qu'il faut frotter la bande et comme ça colle de nouveau. Elle permet la respiration de la peau et effectivement, la colle, elle est faite d'une façon qui a une forme ondulée, comme ce qu'on appelle un fingerprint, c'est pour ça qu'on appelle ça des bandes en fingerprint, pour pouvoir, comme au niveau, pour pouvoir coller directement à une grande surface et de permettre de faire des ondulations. Est-ce que la couleur, elle a une chance? C'est la même pratiquement élasticité de toutes les bandes, quelle que soit la couleur. Mais la couleur a été travaillée parce qu'à un certain moment, il y avait ce qu'on appelait la chromothérapie, c'est la guérison à travers les couleurs qui a été décrite dans ce type de lésion et dans ces types de pathologies. En effet, on avait dit que la couleur rouge, par exemple, une couleur rouge de ce côté, ça donne un effet stimulant. Il y a une chaleur dessus. Donc, dans une pathologie chronique où il y a une atrophie ou quelque chose, on préfère l'utiliser, par exemple. La couleur bleue, c'est une couleur calmante, comme la couleur verte. Et à ce moment-là, on peut l'utiliser dans une période aiguë pour soulager, pour donner un effet relaxant. Et puis, la couleur beige ou noire, c'est simplement une couleur neutre. Il faut y croire ou il ne pas croire. L'important de savoir, simplement les montages qui ont été faits avec plusieurs couleurs, ça permettait simplement d'identifier les différentes faisceaux qui ont été faits et les différentes positions des bandes, simplement parce que faire une bande, on peut très bien les faire d'une même couleur, mais effectivement, pour qu'on puisse décrire ces couleurs, il fallait impérativement mettre quelque chose qui les différencie. Commençons par la base physiologique. Une compression, par exemple, ou une douleur chronique ou quelque chose, une pathologie chronique, on voit la peau. Ça, c'est des schémas qui ont été impliqués par l'ouvrage de Gibbons, qui est un ouvrage qui est très bien connu outre-Atlantique. Et effectivement, on voit la peau, on voit le derme, avec des récepteurs de la douleur qui ont été comprimés à ce niveau. Comme il y a des compressions, à partir de là, les vaisseaux sont comprimés et en même temps, les lymphatiques aussi. De ce fait, il y a des lacs de lymphe qui se présentent dans le sous-derme, dans le derme et sous-derme. Et effectivement, le muscle, comme il est comprimé, il est un peu inflammé. Quand on a mis la bande de kinésiologie, ce qu'il croit, en fait, au départ, c'est qu'en faisant ces ondulations qui est permis par cette bande élastique, l'ondulation permet de respirer un peu ces tissus et à partir de là, diminuer les lacs de lymphe qui sont présents. C'est leur effet anti-œdème qu'on verra plus tard à ce niveau. Or, si on améliore la circulation sanguine, si on améliore la lymphe, on diminue la pression, le muscle, il est décontracté et à partir de là, il y a moins de douleur. C'est là, en fait, l'explication physiologique de ces bandes et non pas de dire j'ai collé la peau et à partir de là, comment ça agit sur le muscle. En fait, il y a des études qui montraient un peu ce travail-là. Je reviens de nouveau sur la peau, le fascia et ces espaces qui sont comprimés. Quand on décomprime avec ces ondulations de la bande, regardez l'ondulation de la bande qui est là, par exemple, qui a été mise, et on verra comment il faut les mettre. Et à ce moment-là, les récepteurs de la douleur sont décomprimés, moins de douleur. Les vaisseaux sanguins sont dilatés, donc ce qui permet éventuellement une vidange assez importante au niveau de l'œdème, et puis le muscle qui est moins inflammatoire. Il y a plusieurs montages. Comme vous avez vu, il faut des ondulations, il faut de la peau normale. C'est pour ça qu'il y a des bandages en éventail, par exemple. Ce n'est pas un mode, c'est simplement, on va expliquer plus tard pourquoi on les met dans cette position-là. Et pareil, il y a des bandes qui sont directes, il y a des bandes qui sont comme ça, il y a des bandes musculaires, il y a des bandes articulaires. Or, ce n'est pas juste une mode pour les mettre, il faut savoir et voir la physiopathologie, comment il faut les faire pour que ça puisse agir. Un exemple pratique, lymphœdème post-cancer du sein.
À partir de là, on met des bandes de drainage du ganglion vers les lymphatiques, permettent d'améliorer un peu, de garder un peu cette forme qui est là, de garder la forme qui peut être au niveau de la peau, qui décomprime et ça diminue un peu cette circulation. Il faut y croire et je pense que l'expérience vous permettra de dire, bah, effectivement, ça peut marcher dans ces positions. La technique de base est importante. Ça veut dire qu'il faut faire attention à la peau allergique, une peau eczématiforme, une peau infectée, attention. Attention s'il y a une phlébite sous-jacente, parce qu'il va comprimer, c'est l'élasticité. Parfois, on ne comprime pas, mais quand même, il y a une irritation. Attention à la fragilité de la peau. Évitez chez les personnes qui ont un traitement par cortisone, parce que la peau, on sait, la peau cortisonique, elle est très faible. Attention à la cicatrisation cutanée dans la période post-opératoire immédiate. Ne mettez pas des bandes directement après une opération. Ça ne permettra pas une cicatrisation et ça irritera un peu. C'est après cicatrisation, première cicatrisation, qu'on peut ajouter des bandes éventuellement. Contre-indication formelle, la peau infectée. Il ne faut pas que la colle puisse infecter et infecter toute la peau aux alentours. On aura éventuellement une infection généralisée de la peau. Donc, faites attention à ça. Et eczéma dermatite, attention. Évitez tout ce qui est pli, coude et creux poplité. Donc, il ne faut pas passer dessus. On verra ça plus tard pour quelques montages. Est-ce que c'est difficile de les faire ou comment les faire? Ben non, c'est facile. Comme le découpage qu'elle m'a dit, papy, ma petite fille Lorraine, regardez comment elle peut faire, qu'elle a appris le geste. Et je pense que c'est un geste à faire. D'abord, commencer à couper une bande. Ensuite, vous allez arrondir les bords, comme ceci. Bien arrondir les bords pour éviter que ça plie après. Ensuite, afin que c'est comme ceci, vous allez un peu desserrer la bande. Vous allez coller. Ensuite, vous enlevez. Vous allez enlever un peu la bande jusqu'à presque la fin. Donc, vous étirez au maximum. Vous revenez à la moyenne un peu. Vous collez. Et enfin, vous enlevez. Et après, vous prenez le papier et vous faites comme ceci. Et voilà! Merci. Donc, on a vu effectivement comment il faut faire la technique de base, mais ce n'est pas que ça. Donc, il y a plusieurs couleurs. Donc, on a expliqué la force et la douleur, mais surtout, il faudra voir un peu les notions. Donc, une notion d'ancrage. Ça veut dire que la bande, elle est ancrée au départ. Elle est étirée, puis mise en tension. Mais la tension, elle est différente selon la pathologie. Et après, surtout, quand on termine la tension, il ne faut pas qu'il y ait des tensions sur l'encre distale. Parce qu'effectivement, c'est la pression qui va être transmise avec ces encres qui vont diminuer un peu les douleurs. Donc, surtout, ne mettez pas en tension la bande complètement et vous laissez l'encre directement sans tension. L'inverse peut être fait aussi. Ça veut dire qu'on peut mettre une tension au milieu, regarder la bande qui a été décollée, on met la tension et les ancrages un peu latérales de des bandes transversales comme ça peut être fait sans tension à l'extrémité systémique. Deuxième chose, ne touchez jamais la surface collante parce que c'est une surface qui est active à la chaleur et à partir de là, tenez toujours par un papier à la fin qui permette d'appliquer la bande sans qu'il y ait de colle qui est sur vos doigts. Et à partir de là, frottez un peu, comme on avait vu, pour coller un peu cette bande. Dernière donnée, c'est la direction. Donc, ça veut dire que ça peut être de distal en proximal ou de proximal en distal. On verra plus tard dans les méthodes comment il faut faire. Et à ce niveau, c'est très important de savoir un peu, pour soulager des douleurs de contraction, comment il faut mettre la bande. En effet, je reviens sur une revue médicale suisse qui a présenté en 2009 un article Princeps dessus, sur cette pathologie, sur cette technique qui a été appliquée en médecine du sport. Et donc, on a parlé d'une technique musculaire. La bande est posée sur un muscle en étirement maximal, mais sans tension sur la bande. Le choix de la couleur et la direction de la pose en fonction de l'objectif. Comme on avait dit, le recrutement, c'est un peu plus en couleur chaude et la relaxation en couleur bleue. Ça peut marcher, ça peut être des couleurs aussi chères ou noires, ça ne me pose aucun problème. L'important, c'est la technique de la mise en place.
Il y a aussi la technique articulaire. Les ligaments sont positionnés dans la position raccourcie et là, les bandes sont positionnées en tension maximale pour soulager et diminuer des activités à ce niveau et surtout diminuer des amplitudes qui sont extrêmes et qui peuvent être nocives pour la cicatrisation. La technique aponévrotique sont plutôt la technique qui est mise ou faciale. À ce moment-là, on les met en transversale, en Y souvent, perpendiculaire au plan des fascias pour pouvoir corriger. Ça peut être aussi une technique de correction pour corriger un peu ça, pour que ça puisse maintenir une certaine position. On verra ça sur d'autres arts. Reste la technique lymphatique qu'on avait vue déjà, un aperçu. Cette technique lymphatique permet un drainage. Donc, les bandes sont posées en éventail, comme on l'avait vu, depuis les ganglions jusqu'à l'extrémité distale du membre, et en laissant de la peau libre entre les deux pour que ça puisse agir un peu. Regardez de nouveau, compression, et quand on fait les ondulations, parce qu'on les a mis sans tension, et à partir de là, on voit que ça dilate un peu les fibres, et à partir de là, ça augmente le drainage. Une technique neurale selon les nerfs, mais ça, je ne rentrerai pas dans ce détail, et surtout, une technique combinée, parce qu'on peut combiner l'indication du lymphœdème et l'indication de la douleur musculaire. Je vous... Excellente thèse qui a été faite, mais dans la doctorat vétérinaire, effectivement, mais la moitié de la thèse, elle est sur l'historique de la technique. Et à partir de là, chez l'homme, et à partir de là, ça permettait de revoir un peu la littérature, de revoir un peu les études. Et là, on voyait effectivement des sportifs de compétition, en compétition, qui avaient des montages simplistes parfois un peu plus compliqués, et surtout très compliqués parfois. Mais ça marchait. Et effectivement, en France, on sait que c'est en 2006 que ça a commencé un peu au niveau sportif, cette technique. Je vous conseille vivement de lire cette thèse dans la première partie, effectivement, pour nous, est très intéressant pour voir son historique. On commence par la technique musculaire. La base du bandage est collée au niveau de l'origine du muscle, sans tension. Après, on va étirer le muscle. Donc, on va coller la bande avec une petite tension de 25%. Et après, on ramène le muscle et on va coller son extrémité inférieure. Cette possibilité de commencer de proximal en distal permet de recruter des fibres musculaires, ce qui augmente la tonicité du muscle. Et à partir de là, on pourra les utiliser, ces techniques-là, pour renforcer un muscle en état chronique, qui permet de dire qu'il y a une atrophie musculaire. Donc, on va le faire pour soulager une partie du muscle. On verra les montages plus tard. Pour relâcher le muscle, à l'inverse, regardez cette image qui a été prise de Gibbons, effectivement, on passe de distal en proximal, on colle, point d'étirement, et à partir de là, on va coller en start et en finish. Les points d'étoile, c'était mis simplement pour dire qu'il y a parfois des douleurs, et là, on associe d'autres techniques à ce niveau. Attention, pour la technique ligamentaire et tendineuse, la ligamentaire entre deux os et le tendon entre os et muscle, la tension pour une technique ligamentaire, il faut suivre la règle des trois tiers. Effectivement, ce qu'on appelle le golden ratio, c'est simplement qu'il faut le tiers sans tension, un tiers avec tension et le dernier tiers sans tension, comme on l'avait dit tout à l'heure. Pour une insertion musculaire, à l'inverse, on commence par l'insertion osseuse, on va mettre la bande sous tension maximale et on va le coller au niveau du muscle, ce qui diminue un peu la tension au niveau du tendon pour guérir une tendinite à ce niveau. Et ça, c'est des règles importantes à suivre. Autre donnée médicale, c'est qu'actuellement, en chirurgie plastique, par exemple, Gamberto, en 2004 déjà, il avait vu qu'effectivement, dans le derme et le sous-derme et au niveau des fascias, il y a des espaces, des vacuoles qui se remplissent. Une des causes, c'est qu'effectivement, quand il y a une pression qui se fait, cette pression va partir dans plusieurs directions pour évacuer la pression sur les différentes vacuoles. C'est ce qu'on appelle le système collagénique multivacuolaire d'absorption dynamique. Un peu dur, mais simplement pour dire qu'effectivement, quand on a retrouvé un peu ces vacuoles, ça permet d'expliquer un peu l'intérêt du lymphœdème et la guérison du lymphœdème par ces techniques. Autre donnée, l'âge, ça fait diminuer l'élasticité de la peau. On le sait, les myofibroblastes sont divisés par 3 et effectivement, la mobilisation des fascias est très difficile à ce niveau avec l'âge. Donc, attention, attention. Dernier volet médical un peu, c'est la proprioception.
on sait que la proprioception, la position de stabilité, elle peut être due par des récepteurs tactiles au niveau de la peau, ça peut être aussi des récepteurs fusion-neuromusculaires au niveau des muscles, ça peut être les tendons avec des organes tendineux de Golgi qui sont pratiquement sur les tendons, les articulations avec des organes de Ruffini et de Pacini qui sont dans les articulations qui permettent de savoir un peu le positionnement des articulations, et puis le système vestibulaire central. Le traitement central de l'information, il y a plusieurs réponses, et à partir de là, la proprioception, ça donne un ajustement de la réponse motrice. C'est très intéressant dans la neuromusculaire, et effectivement, la rééducation proprioceptive, elle est à la base un peu de ce cas-là. Tout en sachant que ces bandes, ça agisse un peu sur la peau, ça peut agir sur les muscles, sur les tendons parfois, mais ça peut participer à la proprioception, et on verra à la fin, dans quelques articles, il parle un peu du feedback sensitif dû par ces bandes-là. Commençons un exemple pratique. Un syndrome de la coiffe des rotateurs, avec éventuellement une souffrance du supraépineux. Un article de médecine du sport déjà, pareil, de 2009, et c'est très bien expliqué, et on peut comprendre un peu le cheminement logique qui va être avec ces tapings. Commencer par la souffrance du supraépineux. Cette souffrance, il faut diminuer un peu le rôle essentiel du deltoïde. Donc, s'il faut diminuer l'activité du muscle, il faut commencer en distal pour proximal. Et comme on va diminuer l'action du deltoïde antérieur, on va mettre le bras en abduction et à ce moment-là, on va coller la bande sans tension, simplement, et qui remonte un peu vers le haut pour soulager un peu, diminuer la tension au niveau de ce deltoïde antérieur. La même chose, on va le faire sur le deltoïde postérieur, mais à ce moment-là, on va mettre la bande dans l'autre sens et à partir de là, ça va pratiquement remonter tout le long. Or, on n'a pas soulagé le supraépineux, on n'a soulagé que les deltoïdes, l'ascension. À ce moment-là, le supraépineux, on va mettre le bras en rotation interne maximale, et à ce moment-là, on va coller une bande qui va suivre le trajet du supraépineux jusqu'à l'arrière. Et à partir de là, ça va diminuer l'action du deltoïde, ça va diminuer un peu la tension au niveau du supraépineux. Or, si on diminue la supraépineux, il faut renforcer l'infraépineux, parce que c'est ça qui va le contrarier. On va mettre des bandes là en rouge pour stimuler, en Y, et qui permet effectivement de les insérer sur le trochiter. Et à ce niveau, donc la bande supraépineuse, la bande infraépineuse. Et parfois, on a besoin d'abaisser à ce niveau la tête humérale. Donc, à partir de là, on va mettre une bande transversale qui permet d'abaisser un peu la tête et qui permet de soulager un peu cette tête humérale lors de son conflit antéro-supérieur. Et on termine par une bande éventuellement pour postérioriser un peu, si vraiment la tête elle est en avant, on pourra ajouter une bande en arrière. Je pense qu'il faut comprendre un peu cette physiopathologie et ne pas l'appliquer à chaque fois. Il faut l'appliquer quand il y a une douleur, qu'on sait un peu à l'examen que c'est cette partie-là qu'il faut ajuster et non pas autre. Donc, ce n'est pas la peine de faire tout ce montage, mais il faut comprendre déjà le cheminement logique de ce montage. Geoffroy, dans son bouquin, que je vous dis à lire et à acheter, effectivement, ça permet de voir un peu d'une manière plus simpliste ces choses. Par exemple, un montage détonifiant drainant, il faut être en étirement maximum des articulations, dans le sens du muscle, un éventail Y ou X, mais avec une tension des bandes à 0. Et ainsi de suite. On verra la tonification musculaire, la stimulation articulaire, la décompression antalgique, et on verra un peu un correcteur. On verra un peu pour quelques exemples cliniques après. Dès maintenant, je vous dis que peut-être à la fin, je vous propose une classification pour qu'on puisse tracer d'une manière un peu scientifique le montage qui a été utilisé. Je vous en parlerai à la fin du topo pour voir un peu avec ce formulaire que je vous conseille, et je pas conseille, simplement je vous demande simplement, effectivement, si ça vous intéresse, de vous envoyer un mail pour nous dire effectivement ça m'intéresse, de faire une petite base de données pour les montages qu'on a fait, sur quel type de pathologie et surtout les résultats. Est-ce que ça a donné un résultat ou non? On pourra refaire les montages 6 mois après pour voir est-ce que ce montage-là, il est bon ou il n'est pas bon. Et peut-être ça serait l'occasion d'un nouveau webinaire sur cette technique plus tard. En effet, revenons aux bandes, on peut les découper soit en éventail, comme ici, c'est la même bande qui est coupée en 3 languettes, 4 languettes, en fonction de ce qu'on veut. Là, c'est un montage qui est utilisé dans les drainages, par exemple. On peut utiliser aussi un bandage qui est coupé en Y. Ça veut dire on va couper la bande, il y a 2 bandes de part et d'autre, 2 distales en proximale,
qui encercle un peu le biceps ou qui encercle un peu les muscles pour soulager, décontracter. Une bande en Y qui est transversale, on l'a vu, du trochiter jusqu'à l'infra-épineux par exemple, et une bande en H par exemple, qui peut diminuer, augmenter la pression ici pour un point douloureux, et puis drainer un peu de part et d'autre. Et je pense que c'est ça la base un peu de ce taping. Il faudra apprendre un peu à reconnaître un peu la symptomatologie du patient que vous avez devant vous et non pas dire, ça y est, je vais coller une bande, ça va marcher. Non, il faudra vraiment partir sur ce principe. Revenons à Gibbons qui nous a montré un peu le chemin. On commence par une bande qui est là, en distal, qui remonte en haut. À partir de là, c'est une tendine du biceps. On sait qu'on va diminuer un peu la traction sur le biceps. Les points douloureux qui étaient présents ici, sur l'insertion du deltoïde, et sur le biceps lui-même qui était là. Et à ce moment-là, pour diminuer ces points, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre une bande transversale qui va être en appui avec une pression qui permettra de diminuer l'arc douloureux qui est présent et ça permettra de diminuer un peu la douleur du biceps. Et ça, parce qu'on avait vu qu'effectivement, le biceps, il est contracté, il y a du spasme, il y a des douleurs, et à ce moment-là, une bande transversale qui va diminuer cette douleur pour casser un peu l'arc à ce niveau. Deuxième bandage, par exemple, pour une épicondylite. Pareil, une contracture dans la phase aiguë, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un bandage qui va être du côté distal pour se terminer en côté proximal. Et cette bande, comme il y a des douleurs persistantes, on va lui mettre une bande transversale pour casser l'arc douloureux qui est présent et à partir de là, soulager un peu les choses. C'est pas très simpliste que ça, mais il faudra voir. Par exemple, un exemple clinique, ligamentoplastie, pratiquement 15 jours, pratiquement, et effectivement, une douleur du côté interne, donc une bande interne qui stabilise un peu, et une douleur avec gonflement du côté externe, douleur du fascia lata associée. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre une bande qui est comme ça, en H ou en X, et une bande en Y transversale pour casser la douleur du fascia lata externe, qui diminue un peu, mais attention, n'y pas y aller sur la région opératoire, et ne pas aller dans le creux poplité. Un autre exemple, drainage post-PTG, à ce moment-là, des bandes en éventail, de part et d'autre, pour diminuer un peu l'œdème qui est présent dans les rampes, et quelque chose au niveau de la rotule pour la stabiliser. On verra un montage plus tard pour cette pathologie. Regardez par exemple un montage tonique. Là, on commence de proximal en distal, et à partir de là, ça va réveiller le muscle qui est un peu atrophié. Pareil de l'autre côté, mais comme il y a des douleurs sur le fascia lata, comme tout à l'heure, le côté interne, on le voit, mais le côté externe, on va mettre une bande qui va coller un peu au niveau du fascia lata, qui va venir en avant, qui va venir vers le haut, qui encercle un peu la rotule et qui permet de diminuer un peu les douleurs. Mais attention à l'effet garrot. Parce que là, effectivement, il ne faut pas que ça soit trop forcé, sinon ça va gonfler. Il y aura un lymphœdème séculaire. Donc, maintenez et faire attention à ce niveau. Quand on a une décompression, par exemple ce cas précis, par exemple une section de l'aileron, avec une douleur de l'aileron externe, deux cas précis, soit qu'on met une bande comme ça pour diminuer le gonflement au niveau du fascia lata, et une bande transversale qui permet de soulager un peu la douleur qui est présente. Attention au creux poplité, la même chose avec un autre type de bandage qui est fait. Douleur des ischio-jambiers, par exemple, post-opératoire, effectivement, ligamentoplastie, des IDT avec des douleurs parfois, à ce moment-là, il faut stabiliser les tendons qui restent ou un peu l'hématome. Donc, on va mettre quelque chose qui va être forcé, qui va être serré. On va utiliser un montage croisé pour que ça puisse diminuer les douleurs qui sont présentes. Un peu plus du côté interne, qui va tirer un peu les faisceaux et traverser un peu et corriger un peu cette possibilité et surtout stabiliser un peu les ischios qui sont sur le côté et l'hématome qui est présent parce qu'il y avait un peu de fibrose à ce niveau. On voit très bien les incisions d'arthroscopie et de ligamentoplastie qui ont été faites. À partir de là, donc attention, ne pas faire des montages très importants. Ne partez pas sur l'épaule, le poignet, le coude, le genou et tout ça. Non, stabilisez-vous à une seule pathologie pour que ça soit efficace. Sinon, on va perdre un peu là-dessus. Et ne partez pas sur l'idée « je suis sportive » et allez-y, on va y aller, on va mettre un peu tous ces bandages-là. Revenons un peu à l'anatomie.
parce que ça nous permettra de savoir un peu les choses. Douleur du fascia lata. À partir de là, regardez par exemple une anatomie statique. En anatomie statique, la bandelette de Messia avec le fascia lata, le grand fessier et le tenseur du fascia lata. En avant, le droit antérieur et le quadriceps. En arrière, les ischio-jambiers qui sont corrigés. Et à partir de là, on comprend qu'une douleur à ce niveau, ce n'est pas simplement une douleur du fascia lata, ça peut être une douleur cachée d'autres muscles, petit fessier, moyen fessier, grand fessier, tenseur du fascia lata. À partir de là, il faudra décortiquer un peu pour savoir quel type de douleur on est dessus. Est-ce que c'est le fascia lata? Est-ce que la tendinite du moyen fessier? Est-ce que c'est autre chose qui est présent à ce niveau? Et effectivement, regardons en dynamique qu'est-ce qui se passe. Merci à l'Université Lyon 1 avec un excellent topo qui sont sur YouTube et que vous pouvez éventuellement les voir. Regardez l'efficacité, comment ça glisse à ces niveaux, avec la bandelette qui se glisse, mais surtout, quand on le voit de l'arrière, il y a le glissement qui se fait, mais surtout l'arche qui est faite au niveau de la bandelette, ce qui explique des douleurs au genou à ce niveau. Et effectivement, même le bassin, quand il est oblique, regardez le glissement qui se fait et la mise en tension à ce niveau. Donc, c'est important de savoir effectivement comment mettre les bandes, comment casser cet arc douloureux à ce niveau. Et effectivement, parfois, il faut suivre le grand fessier, suivre le tenseur et après faire quelque chose au niveau du fascia lata. Extrémité distale du fascia lata, des douleurs. Donc, il faut corriger. Donc, on va mettre une bande qui soit un peu étirée dans la position raccourcie et à partir de là, habituellement 50% de tension. Et ça, les bandes transversales, c'est 70% de tension pour que, effectivement, ça soit un peu plus efficace. Regardez de flexion, comment les bandes sont tout à fait calmes. Et dès qu'on les met en extension, elles se mettent un peu en tension et ça met un peu les tensions un peu au niveau des tissus pour soulager un peu cette tendinite du fascia lata à ce niveau, ce phénomène d'essuie-glace que vous avez. Hyperpression externe de la rotule, quand il y a une hyperpression externe de la rotule elle est un peu plus sur le côté. Parfois, il y a une luxation de rotule, mais avant d'arriver à la luxation, mieux vaut diminuer les douleurs qui sont du côté externe. Certains collègues, ils ont proposé de mettre que des bandes rotuliennes, mais il faut savoir qu'il faudra aussi travailler sur les ailerons. C'est pour ça qu'il y a une bande transversale qui va stabiliser l'insertion du tendon à ce niveau, une bande interne, une bande externe, une bande interne, et effectivement, sur la face antérieure de la rotule, comme c'est très douloureux, il faut mettre une première bande sans tension, qui est là, et qui protège un peu la peau sur la rotule, et la deuxième bande en tension, qui est là, et qui va à l'extérieur, ça va pousser un peu la rotule du côté interne, ce qui permet d'intensifier. Attention, on n'a pas caché le vaste interne qu'il faudra travailler, donc éventuellement, il ne faut pas mettre en tension cette bande, parce qu'effectivement, le vaste interne ne travaillera pas à ce niveau. Regardez par exemple ce cas clinique, une reprise de PTG à 6 semaines, 45 jours, un montage qui a été changé avec une PTG de reprise. Regardez l'incision, les bandages qui ont été mis. D'un côté interne, comme il y avait un gonflement, on a mis un éventail avec une petite réparation des tissus. Et du côté externe, douleur du fascia lata avec des bandes qui sont un peu actives, qui permettent de soulager le fascia lata. Regardez le positionnement et la marche à 6 semaines d'une reprise de prothèse, avec la bande interne qui s'ondule, qui va diminuer le gonflement, et à partir de là, ça stabilise. Regardez par contre au niveau du fascia lata, comment ces bandes, ils sont actives, ils vont ramener le fascia lata en avant pour pouvoir stabiliser les deux rampes de part et d'autre. Revenons à ce fascia lata et la douleur fémoro-patellaire, comme on avait dit, il y aura une bande interne, une bande externe. S'il y a des douleurs sur le tendon et sur l'insertion tibiale, mieux vaut les croiser au niveau tibia. Regardez un peu ces deux mains avec la douleur docteur j'ai mal, donc vous avez la main externe et la main interne. Et la main interne, c'est cette bande qui est du côté interne, qui remplace un peu cette partie-là. Et la bande externe, regardez les doigts, le pouce et l'index, ça retrace un peu les deux bandelettes qui ont été mises de part et d'autre pour soulager un peu les tissus qui entourent un peu la rotule sans travailler sur la rotule elle-même. Et c'est là qu'on va stabiliser les choses, qu'on va diminuer un peu ces signaux douloureux. Pareil, je répète, PTG, douleur, à ce moment-là,
éventail, et puis le bandage rotulien qui peut stabiliser un peu cette zone. J'y vais un peu plus rapidement. Drainage et fascialata après section de l'aileron, on l'a vu tout à l'heure. Bandage, regardez les deux mains, pareil, la position des deux mains pour soulager, c'est une position où on va mettre du côté externe les bandes de drainage, du côté externe une bande transversale et du côté interne la bande qui stabilise. Et à ce moment-là, ça va diminuer un peu cette tension. Pareil, quand il y a juste un drainage à faire, c'est juste les bandes de drainage, sans tension, on va les mettre, extension, flexion, qui ne contraignent aucune façon la peau à ce niveau et surtout les articulations et qui permet de faire un mouvement de flexion qui est tout à fait correct. Aucune tension est mise sur les bandes pour avoir des ondulations, pour drainer un peu là-dessus, en faisant très attention à de ne laisser la cicatrice correcte à ce niveau, juste la partie inférieure pour que les encres et l'ancrage soient d'une manière correcte à ce niveau. Comme on avait dit, au niveau du kyste poplité, on va dire, ça y est, on a le miracle. Donc, à partir de là, on va mettre une bande qui est en bas, une bande vers le haut, une bande sur le côté, une bande, et ça couvre complètement. Surtout pas, ça, il ne faut jamais le faire. Il faut être très simpliste parce qu'il y a un danger à ce niveau. Et à partir de là, ça irrite la peau et ça rester simpliste. Douleur ischio-jambier interne, douleur ischio-jambier externe. À ce moment-là, 2 petites bandes simplement et voir un peu les choses. Si la cause, c'est un kyste à ce niveau, ponctionnez le kyste, videz-le, infiltrez-le, et non pas simplement en disant « ça y est, avec mes bandages, ça va revenir ». Fascia lata, pareil, on sait que l'abduction, il y a une douleur sur le fascia lata, mais comme on avait dit, avec le rappel anatomique, parfois des douleurs sur le moyen fessier, qui fait qu'il y a une douleur vraie quand on fait le mouvement de ciseau latéral. On sait que le fascia lata, il est soulagé par la flexion, mais il est toujours en tension au niveau des moyens fessiers. Donc, vérifiez un peu le point douloureux. Est-ce que ça correspond au moyen fessier? Est-ce que c'est une douleur qui est liée au tenseur et à des contractures à ce niveau? Et à partir de là, il faut associer 2 types de bandages. Un bandage qui prend le grand fessier, un bandage sur le tenseur du fascia lata, et qui se rejoignent au niveau de la bandelette, et la bandelette elle-même qui est divisée en Y pour soulager un peu, pour stabiliser un peu cette bandelette directement. Et comme il y avait des douleurs sur la partie moyen fessier, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est un bandage transversal pour soulager la douleur aiguë à ce niveau. N'oubliez pas que c'est un bandage adjuvant et ne guérit pas les choses. Il faudra passer peut-être, s'il y a une tendinite calcifiante, par une ponction, par une infiltration, par un traitement de physiothérapie, par un mouvement d'étirement. Et regardez, même les flexions et l'extension ne sont pas diminuées par ces bandages-là, qui sont mis sans tension, sauf ces bandes-là qui sont mis en proximal à distal pour activer un peu la force et on contrarie les choses au niveau du fascia lata par un bandage à ce niveau. Tendon d'Achille, classiquement, on va mettre une bande postérieure, et comme il y a des douleurs au niveau du tendon, on va mettre une bande croisée qui peuvent se croiser là-dessus. Un autre montage possible, une bande postérieure qui descend un peu sur la ponévrose pour soulager un peu tout ça, et une bande qui est en Y, qui est un peu différente de l'autre, parce que cette bande, elle va pousser là-dessus et elle va appuyer sur le solaire à ce niveau, parce qu'on sait maintenant qu'il y a une partie des tendinites qui sont dues à une insertion haute du solaire. Et cette insertion haute peut être soulagée par ce massage à ce niveau. Regardez en équin comment cette bande-là, elle va masser un peu cette zone-là, et en flexion, à partir de là, ça fait un petit rappel pour dire attention, ne surchargez pas la tension à ce niveau, et ça permet. On peut remonter un peu plus haut si vous voulez, pour soulager un peu, mais quand il y a une pathologie chronique, et on sait que maintenant les patients, ils savent un peu, avec les exercices d'étirement, avec les exercices qu'on peut faire, on peut associer ce petit type de bandage qui permet de soulager et de donner un feedback de positionnement au niveau de la cheville. Autre exemple, une tendinite du long péronnier latéral. On sait que le long péronnier latéral, il va partir comme les péronniers. Court péronnier, c'est sur la base du 5e, mais le long péronnier, il va encercler le pied avec une tendinite qui fait une douleur dans la plante du pied, une douleur sous-malléolaire externe. Qu'est-ce qu'on fait? Douleur externe, on va mettre un peu pour soulager la tension au niveau des péronniers avec une bande du côté interne qui va partir sur le côté externe, qui va remonter, une bande transversale postérieure, la bande rose qui est là, et qui vient de l'intérieur à l'extérieur, et qui va stabiliser un peu le sinus du tarse, qui va stabiliser un peu l'articulation
talocalcanéenne. Et puis, on met une bande en Y selon le trajet du long péronnier qui sera en Y, une première bande qui va venir sous le talon pour se stabiliser et une autre bande qui va continuer tout le long pour remonter du côté interne jusqu'au scaphoïde pour que ça puisse stabiliser un peu le pied dans la position externe, ce qui diminuera la douleur sur le long péronnier et ça diminuera les douleurs et ça stabilise la cheville à ce niveau. Là, c'est des bandes ligamentaires, donc effectivement, il faut les mettre en tension maximale. Là, c'est une bande de relâchement du tendon qui permet de relâcher un peu le tendon dans son action et ça va diminuer un peu la pression du tendon. Un cas où il y avait une aponevrosite plantaire, on pourra voir le montage qui va remonter en arrière et qui va sur l'aponévrose, mais avec un aplatissement de l'avant-pied. À ce moment-là, on ajoute une bande transversale qui va être sous tension et qui va corriger la concavité du pied. Ceci sur un pied souple surtout. Ne le faites pas sur un pied qui est complètement fixé. Là, vous aurez avoir des douleurs. Mais là, sur un pied souple et qui est un peu douloureux, on pourra associer cette technique. De l'autre côté, c'est une douleur du plan externe. On commence par la même chose, une bande du côté interne qui remonte un peu vers le haut, tension maximale, elle se remet cela. Attention à la peau, parce que là, effectivement, il faut les changer tous les 2 jours. Il faudra vérifier la peau. Au moindre doute, vous ne le mettez plus. Et à partir de là, une bande transversale postérieure qui permet de soulager un peu les choses. Et comme il y avait un aplatissement comme l'autre côté, on lui a mis une bande transversale. Ça a amélioré sa démarche. Il y a toujours les étirements, il y a toujours la rééducation de renforcement, il y a toujours des semelles qui peuvent être adaptées. Mais dans la période aiguë, on utilisera cette technique pour soulager les choses avant qu'on passe à la période chronique. Pathologie d'hallux valgus, par exemple, effectivement, il y a une tension extrême à ce niveau. Donc, on a mis des appareils, des élastiques, quelque chose qui tire, surtout pas, parce que ça va empirer. Par contre, une bande élastique de ce type, une petite bande élastique qui va à l'arrière, sur le talon, une bande transversale, ça permet de soulager un peu la tension. Donc, dans les périodes aiguës, attention, mettez un petit compresse ou quelque chose qui favorise un peu qu'il n'y ait pas un contact direct de cette partie-là, mais vous travaillez sur les tissus à côté. Quand il y a une pression plus importante sur l'extenseur de la luxe, à ce moment-là, vous ajoutez une bande en Y. Au lieu que ça soit une bande transversale, vous les faites en Y. Une bande qui va sur l'extenseur de la luxe et une bande qui va faire le travail sur le plan ligamentaire à ce niveau. Évitez de toute façon ces bandages de ce type qui poussent un peu, effectivement, qui corrigent, mais en fait, c'est très douloureux et ça irrite un peu la commissure avec des mycoses, avec des infections qu'il faudra impérativement traiter. Parfois, on peut associer un petit bandage sur le deuxième, comme ici un petit corps du deuxième, on le protège un peu avec l'élasticité de la bande pour que ça puisse être un peu plus à l'extérieur. Ça peut marcher, mais ça permettra de passer une étape. Ce n'est pas un traitement à 100%, c'est simplement un traitement adjuvant pour passer une étape aiguë au moment jusqu'à ce qu'on décide une chirurgie ou jusqu'à ce qu'on décide un autre traitement. Je fais un petit intermède sur le rôle du trapèze, parce que là, le membre inférieur, on a terminé, quelques exemples. Et là, le rôle du trapèze, je reviens sur, effectivement, Lyon 1 avec ces magnifiques photos qui permettent de savoir le rôle du trapèze supérieur, moyen et inférieur, et qui permet de corriger un peu les choses. Regardez, par exemple, en anatomie fonctionnelle, comment les 2 trapèzes, ils travaillent en supérieur pour l'extension et la flexion. Et surtout, regardez là, quand on va une flexion-rotation, comme cette position, c'est le trapèze qui va pousser le trapèze supérieur et qui donne un point de contracture à ce niveau. N'oubliez pas que le trapèze, il cache les muscles de la coiffe. Et à partir de là, il faut travailler aussi avec la coiffe. Il fait aussi ramener l'omoplate à côté du rachis. Regardez par exemple ce montage qui a été fait pour une tendinite, une contracture à ce niveau. On commence de proximal en distal. Exceptionnellement, au niveau du rachis, on commence de distal vers proximal parce que les muscles sont là. Donc à ce moment-là, on part comme ça sur les muscles qui vont corriger un peu la tension à ce niveau. Ça peut être aussi quelque chose au niveau de la coiffe qui remonte et en même temps, un bandage transversal pour stabiliser cette douleur au niveau du trapèze, pour soulager le point douloureux qui est là. Souvent, quand 2 bandes s'entrecroisent sur un point douloureux, permet de diminuer la douleur qui est présente là-dessus. Regardez par exemple l'effet de la bande qui est tout le long de l'omoplate. À partir de là, ça permet de stabiliser un peu l'omoplate
Et quand on veut la pousser un peu d'un côté, soit qu'on utilise une petite bande, et regardez maintenant la peau qui est un peu plissée là-dessus, qui permet de stabiliser, mais on n'agit pas du tout sur l'autre bande. À ce moment-là, l'adjonction d'une bande un peu plus tonique à ce niveau, j'ai laissé exprès cette bande-là pour vous montrer l'exemple, comment on peut agir un peu plus, et à partir de là, ça peut stabiliser les deux omoplates en même temps, ça peut perdre. On va prendre un exemple, une coiffe opératoire avec acromioclaviculaire. On va mettre une bande pour décontracter un peu son deltoïde antérieur, une bande pour décontracter le deltoïde postérieur, mais qui se continue sur le bord spinal et qui va de l'autre côté pour stabiliser un peu cette omoplate. Et comme le bord de l'omoplate, il était un peu décollé, on a ajouté une bande qui va stabiliser cet acromioclaviculaire qui a été opéré, qui a été un peu malmené, et à partir de là, ça va passer sur le trapèze pour soulager. Le seul fait de faire ces deux bandages comme ça permet de soulager la douleur et d'augmenter un peu les amplitudes. Attention au effet garrot, comme on avait dit, ne mettez jamais des bandes qui sont d'une manière très rapprochée pour éviter le lymphœdème résiduel dans cette zone, surtout en post-opératoire. Un peu plus compliqué, on va passer sur une fracture du capitellum, donc une fracture au niveau du condyle externe avec luxation et effectivement surtout une entorse du plan interne. Donc on a fait des vissages à ce niveau qu'on appelait, mais en même temps, après l'ablation du plâtre de 3 semaines, on a commencé la rééducation. Douleur, regardez la cicatrice qui est là, côté externe, qui a permis de cicatriser un peu, de consolider et d'ossyosynthéser. On a mis une bande du côté interne ligamentaire pour soulager cette douleur interne. Attention, il ne faut pas la mettre en tension parce qu'il y a le nerf ulnaire qui passe. Et du côté externe, comme il y a une douleur au niveau des épicondyléens, on a mis une bande épicondyléenne en éventail pour soulager un œdème. Et comme le biceps, on veut qu'il fasse le travail, on a mis une bande de proximale en distale tout le long des deux biceps qui augmente un peu les choses. Ça a permis de passer une étape et de commencer une rééducation avec un kiné qui apprend un peu cette technique et qui permet de les enlever tous les 2 jours, de les remettre et de surveiller la peau sous-jacente. Et surtout de bien stabiliser pour qu'il y ait un feedback à ce niveau pour éviter les rétractions, éviter les massages comme d'habitude pour éviter les calcifications. On arrive au coude, épicondylite. Regardez simplement ce chemin anatomique qui permet de dire, dans l'amovision, le tennis elbow, par exemple, on voit qu'il y a une pronation, extension et la mise en tension des radios. Et effectivement, ces muscles radiaux qui sont là, et les extenseurs, ils sont mis sous tension à ce niveau. Il faut faire quelque chose pour soulager un peu cette mise en tension. Raison de plus de mettre un bandage, comme on avait dit, ancrage sans tension, petite tension de proximale en distale pour agrandir un peu et faire une efficacité au niveau des muscles dans la période chronique, et effectivement une bande qui est là, qu'on va la voir tout à l'heure, parce que c'est très important d'ajouter une bande pour les supinateurs, et on le va voir dans l'étape après. En effet, la pronosupination, c'est un couple. Donc, effectivement, il y a les radios, le long supinateur qui se présente là-dessus. Et effectivement, quand on regarde un peu, à partir de là, le mouvement de pronation fait tirer un peu les structures à ce niveau. Mais surtout, il ne faut pas oublier les muscles de la supination. Regardez au niveau du coude, les muscles de supination se mettent de part et d'autre, mais surtout sur la voie postérieure. Et à partir de là, si on crée un peu le cours supinateur et qu'on fait le mouvement, regardez le rond pronateur qui va tourner un peu en pronation, et regardez la mise en tension maintenant au niveau du cours supinateur, avec le frottement qui se fait. Donc, il y a un point douloureux qui est là, qu'il faudra traiter. Et à ce moment-là, il faut associer les trois. Il faut associer un bandage pour les épicondyléens, il faut associer un bandage pour les supinateurs, c'est la bande 2 qui est mise comme ça pour les supinateurs et qui fait casser un peu l'arc douloureux au niveau des extenseurs et des radios. Et si le biceps il est un peu déficient, on va lui ajouter une bande qui permettra de soulager un peu le biceps pour augmenter sa force et de travailler un peu mieux en synergie avec les autres muscles. Regardez par exemple cet exemple d'épicondylite avec un biceps qui est indemne. À ce moment-là, on a mis un bandage relaxant à ce niveau, un bandage transversal pour casser qui va sur l'aponévrose, et à partir de là, ça casse en transversal à ce niveau. Mais est-ce que ça diminue le mouvement? Regardez, effectivement, en extension,
en flexion-pronation. Regardez un peu l'ondulation du bandage qui permet de soulager un peu la douleur qui est présente, avec le point douloureux qui est là, qui permet de soulager. Combien de fois on a mis des bracelets qui tombent ou des bracelets qui sont très douloureux à ce niveau? Mieux vaut utiliser un bandage de ce type qui permet effectivement de faire une élasticité sans contraindre le mouvement à ce niveau et qui diminue d'une façon très importante la douleur présente à ce niveau. Ceci adjuvante à une infiltration ou d'autres traitements et des exercices d'étirement ou de la physiothérapie. Autre cas clinique, résection de la tête radiale. Il faut être dynamique parce que la résection de la tête radiale, l'important, c'est que le radius ne descend pas trop. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le remonter. À ce moment-là, un traitement dynamique par des bandes sous tension en musculaire qui permet de soulager un peu et de remonter un peu le radius. Et comme il y a des douleurs sur les épicondyliens par rapport à la voie d'abord qui a été faite, on va mettre un bandage transversal qui va un peu en éventail, qui va soulager un peu l'œdème qui est présent à ce niveau. Regardez l'extension, la flexion, pratiquement un mois post-opératoire. Canal carpien, pareil, quand on libère un canal carpien, qu'est-ce qu'on va faire? La main, elle va partir un peu sur le côté, il faut la réaxer. Parfois, il y a des patients qui vont le faire tout seuls, mais il y a des patients qui sont un peu douloureux. À ce moment-là, on va mettre une petite bande en 3 languettes qui permettent effectivement de centrer un peu la flexion. Ça ne pose aucun problème de tension à ce niveau, c'est juste un drainage qui va se faire et en même temps une petite contention pour centrer un peu la main, pour éviter cette déviation en main radiale. Et à partir de là, la flexion se fait sans problème. Et comme le patient, il a la sensation de quelque chose qui le tient, malgré que ça ne tient rien pratiquement au niveau force, à ce moment-là, sa force a été activée. Et à un mois, effectivement, quand il y a quelques sensibilités, ça peut casser le cercle vicieux, ça peut diminuer un peu et ça peut augmenter un peu la flexion des doigts à ce niveau. Maladie du pitrin, qu'on fait habituellement, il faut ajouter des attelles dynamiques. On peut utiliser des bandes de strap, de taping plutôt, comme une attelle dynamique. En extension, on la met en tension maximale sur la face dorsale, on ramène les doigts, et ce qui permet dans cette position, c'est la même de l'autre côté, avec la cicatrisation à un mois pratiquement, un mois et demi, et on voit qu'effectivement, on peut utiliser comme une méthode de rééducation pour pouvoir plier. On verra mieux dans cet exemple. Là, c'est une maladie du pitrin à un mois, pratiquement un mois et demi plutôt. Effectivement, sur quatrième et cinquième, sur quatrième, troisième rayon. Et à partir de là, le bandage a été mis sur la face dorsale. Et effectivement, ça permet de plier, regardez, en extension, la flexion des doigts avec centrage à ce niveau, et regardez de l'autre côté, la cicatrisation qui est correcte et qui permet d'enrouler parfaitement bien les doigts. Ça peut aider dans cette rééducation. Je ne dis pas que c'est un traitement à 100%, mais ça permettra d'aider et de casser un cercle vicieux qui s'est installé chez les patients. La rhizarthrose, pareil, on peut utiliser le rôle mécanique de la bande avec un Y. On met un rôle mécanique qui appuie sur l'arthrose et qui va partir. Attention de ne pas fermer le bandage pour laisser respirer la peau à ce niveau et éviter le gonflement. Ça permet de remplacer une attelle, ça permettra d'être plus fonctionnel. Et s'il y a des douleurs sur l'abducteur, c'est très simple. On va rallonger la bande pour être un peu sur l'abducteur pour soulager un peu cette tension. Dernier exemple que je vous montre, c'est une atteinte du nerf ulnaire. On sait que dans un nerf ulnaire, il y a la paralysie, la griffe ulnaire. À ce moment-là, il y a la faiblesse de l'abducteur, et effectivement, on peut utiliser des bandes de tape qui permettra de remplacer, de pousser et de le mettre l'articulation dans la bonne position. On utilisera des bandes de tape en cravate, comme ici, pour faire un effet Zancoli première manière et éventuellement pour plier un peu le première phalange pour soulager la flexion et une bande de tape transversale pour parfaitement bien stabiliser les têtes des métas. Regardez cet exemple dynamique, la même patiente, avec la griffe cubitale, la griffe ulnaire qui a été améliorée, et en même temps l'enroulement des doigts et le pouce qui se fait correctement, avec un pouce qui est maintenant écarté parce que ça a été forcé. Ça permet de raccourcir la durée de récupération, ça permettra d'attendre un peu une récupération au niveau d'un nerf, en attendant, avec les exercices d'étirement, avec les exercices de renforcement que vous faites en kiné. Revenons à un peu la littérature. En 2013, un des articles qui commençait à dire que notre rôle en étant médecin par rapport à cette passion, il faudra impérativement qu'on vérifie un peu les choses, qu'on vérifie effectivement
qu'on a des articles qui confirment un peu cette évidence, ce qu'on appelle des articles evidence-based. Et à ce moment-là, on pourra dire que c'est bon ou non. J'ai fait une recherche sur PubMed, sur Medline, que vous connaissez tous, et donc c'est le fichier de base des articles médicaux dans tout le monde, qui est en National Library of Medicine, et qui est effectivement à la base de toutes les thèses. Effectivement, il y a des articles qui parlent de l'efficacité des kinesiotaping, et effectivement, en conclusion, effectivement, donc il y a un syndrome myofacial, parfois, il y a une bonne amélioration des alors. Je pense qu'il ne faut pas dire que c'est une thérapeutique alternative. Non, c'est une thérapeutique adjuvante, associée aux antalgiques, associée à l'étirement et associée à autre chose. On peut ajouter quelque chose. Un patient qui est resté un certain moment dans cette position de douleur, à ce moment-là, ce n'est pas bon. Pareil, quand on fait un peu ce travail-là, il y a d'autres en disant, il y a des articles qui parlent en disant, ça ne marche pas. Effectivement, s'il marche tout seul, si on met que 2-3 jours, comme ici dans cet article, à 3 jours après l'œdème, non, parce qu'une entorse récente, il faut l'immobiliser un peu, et après on part sur le traitement fonctionnel. Je continue vite fait. À ce moment-là, il y a des articles qui parlent effectivement de l'efficacité dans les douleurs de l'épaule. Ils disent qu'effectivement, au niveau de l'épaule, il n'y a rien. Mais en fait, on ne sait pas trop le montage qui a été fait. Est-ce qu'on a mis un montage sur le supraépineux, un montage sur le conflit, un montage quelque chose? Et donc, c'est important de le savoir. Et à partir de là, il faudra effectivement vérifier un peu les choses et d'être un peu plus conforme en ce qu'on dit. Là, par exemple, un article qui parle de l'intérêt du taping dans la fasciite plantaire, ça marche, mais il ne faut pas dire que ça marche tout seul contre les ondes de choc. Il faudra associer ondes de choc, étirement et bandage taping. Ça permettra de faire un cocktail qui permettra d'améliorer les choses. Ce qui est le cas quand on a fait quelques articles sur l'œdème des parties molles après un cancer. Et effectivement, là, on sait que ces bandes-là qui ont été mises en éventail, par leur ondulation, permet une évacuation correcte à ce niveau. C'était intéressant de dire aussi aux États-Unis, comme c'est une technique qui est très utilisée depuis longtemps, qu'est-ce qu'ils font? Et effectivement, dans un article de 2021, tout récent, International Journal of Sports Physics Therapeutic, effectivement, ils parlent qu'effectivement sur 1080 médecins ou kinés ou chiropracteurs ou autres qui utilisent cette technique-là, ils l'utilisent pour post-traumatique 74%, pour diminuer la douleur 67% et comme un feedback sensoriel dans 60%. Et je pense que c'est ça qu'il faudra voir. Parce qu'effectivement, il faut savoir un peu comment on a fait, comment on avait mis, et à partir de là, de voir un peu pourquoi on l'a utilisé. Et effectivement, le plus important, c'est la préparation de la peau. La mise en tension, c'est souvent moins de 50% ou 75%. Il ne faut pas y aller plus au-delà parce que sinon, ça va abîmer la peau. Et à partir de là, comment on enlève le tape, comment on la prépare à ce niveau. Donc, attention aux cheveux, donc aux poils et à ce moment-là. Donc, il faudra faire comme ça. Et effectivement, la notion la plus importante, il ne faut jamais la laisser au-delà de 5 jours. Les taux des auteurs, entre 2 ou 3 jours, on la change, on refait, on vérifie la peau et hop, on remet un autre si besoin. Par contre, la durée, n'y allez pas trop au-delà de 1 mois, parce que effectivement, quand il y a à ce niveau des études sur les danseurs en feedback, sur les joueurs de foot comme ici, où vraiment il y avait des différences dans la partie immédiate et chronique, mais surtout dans un approved ankle functional après 1 mois ou après là-dessus. C'est une affaire à suivre parce qu'on ne sait pas trop. Est-ce que ces bandes agissent quand il y a un muscle très important par rapport à un muscle qui est un peu déficient, qui est peu important? On n'a rien qui peut comparaître ces études-là. C'est pour ça que je vous propose à la fin une traçabilité de cette étude. Ça veut dire qu'il faudra qu'on trace un peu ce qu'on a fait comme montage. Par exemple, la type de la bande qui a été utilisée en I, Y, H, X, O, éventail, en couleur. O, c'est donuts, X, c'est l'avantage en X, E, c'est l'éventail. La couleur, si pour les gens qui veulent savoir un peu est-ce qu'il y a quelque chose qui va dans la vérité là-dessus. L'orientation de la bande proximale, distale, transversale, antérieure, postérieure. La tension de la bande 0, 25, 50, 75 ou 100. Et la position, dans quelle position raccourcie ou étirée. Ce qui fait qu'effectivement, dans un montage de ce type, comment on peut le décrire pour un autre dossier clinique, pour savoir est-ce que ça a marché ou ça n'a pas marché, je vous propose de le marquer dans cette façon.
Par exemple, face interne, c'est un éventail de couleur verte de la partie distale en proximale à une tension de 25% et dans la position raccourcie. Du côté externe, on a utilisé deux choses. Une bande en I de couleur verte de distale en proximale, tension 0, avec position raccourcie. Et on a ajouté deux bandes transversales, donc deux bandes qui ont la Y, donc en forme d'Y, qui sont de couleur rouge et effectivement de transversale, parce qu'elle est transversale par rapport au muscle, de la partie antérieure vers l'arrière et effectivement à 75% pour corriger et éventuellement dans la position étirée. Donc, si vous êtes d'accord, on pourra effectivement vous envoyer par mail un petit formulaire que vous pouvez le remplir, effectivement, qui correspond à ces données-là que je vous ai montrées et qui permettra à la fin de dire c'est l'indication, c'est quel type de bandage qu'on a utilisé, et à partir de là, on pourra faire une base de données qui correspond à ces indications pour dire ce montage-là marche pas, et à la fin, on pourra revoir les choses 6 mois après pour dire, on vous enverra un mail pour dire, bah dans 6 mois, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Est-ce qu'il faut changer le montage? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Et c'est pour ça, on effectivement ça. Donc, vous allez recevoir un mail qui est dans ce sens, si vous êtes d'accord. Laissez-nous le savoir éventuellement dans les questions-réponses éventuellement ou par mail éventuellement. Meredith Santé sera très pour recevoir vos réponses. Et effectivement, on sait que le taping peut être utilisé dans toutes les parties du corps. Il ne faut pas le faire qu'en décoration simplement, mais il faut savoir qu'un sportif, il peut être membre supérieur, main, membre inférieur, genou, hanche, pied. Il faut savoir l'anatomie musculaire, savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire, et surtout, il ne faut pas passer sur l'étape où on va mettre un bandage sur le dos, un bandage sur l'épaule, un bandage sur la jambe ou quelque chose, parce qu'effectivement, ça permettrait de cibler un peu mieux nos buts et nos traitements. Je vous remercie et je reste à votre disposition pour d'autres questions par mail si vous avez besoin.